juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa xam ngeen ni couvre-feu bi tàmbali na. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce lundi, la bonne nouvelle du jour, 10 personnes sont guéries du coronavirus, 4 cas positifs au Covid enregistrés. La région de Louga a son premier cas. Plus inquiétant, il s'agit d'un cas issu de la transmission communautaire. Les autorités sanitaires de la région sont sur le qui-vive. Et comment le don d'anticorps peut sauver les malades du coronavirus? Le plasma sanguin des personnes guéries du Covid-19 pourrait sauver les cas de coronavirus selon le professeur Saliou Diop du centre de transfusion sanguine. On vous explique tout dans ce journal. 975 522 ménages dispensés de paiement de leur facture d'électricité, 670 000 ménages dispensés de paiement de leur facture d'eau. Les ministres des secteurs assurent le service après-vente de la décision du chef de l'État Macky Sall. Les détails dans cette édition. Plus de guéris que de contaminés, c'est le bilan du jour. À côté des 4 corona positives, 10 personnes sont guéries du coronavirus. Voici le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. 6 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur 95 tests réalisés, 4 sont revenus positifs. Il s'agit de 3 cas contacts suivis par nos services et 1 cas issu de la transmission communautaire. 10 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc guéris ce jour. Ils sortiront de l'hospitalisation tout à l'heure. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 226 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 92 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, on a 131 cas sous traitement. Et la région de Louga a enregistré son premier cas de Covid-19. Il s'agit d'un cas issu de la transmission communautaire. 28 personnes sur 57 sont mises en quarantaine. Voici le gouverneur de Louga avec notre équipe. Hier, Louga a eu son premier cas, un cas communautaire, ici dans la commune de Louga. Et à la suite vraiment des tests qui se sont révélés positifs, le protocole a été quand même déclenché. Et au moment où je vous parle, le patient aussi en question est sous traitement, vraiment dans la structure hospitalière adéquate, vraiment, qui a été ouverte aussi à cet effet. Maintenant, ce qui est évident, une personne au Sénégal est forcément quand même issue d'une famille. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, heureusement, nous n'avons pas été pris au dépourvu. Parce que depuis presque 10 jours, vraiment, nous avons pu quand même identifier et valider des sites d'isolement et aussi même des sites d'isolement pour les personnes quand même contacts. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, depuis hier, les personnes contacts concernant ce cas bien précis, vraiment a été quand même mises en quarantaine. Donc, comme le veut le protocole. Et puis le plasma sanguin des personnes guéries du Covid-19 pourrait sauver celles atteintes du corona. Selon le professeur Saliou Diop, les dons d'anticorps pourraient guérir les malades. Une technique qui serait utilisée en Chine, par exemple, suivant les explications du professeur Diop. Que dans certains pays, il y a des essais qui se font pour utiliser le plasma des malades guéris pour traiter les patients qui sont encore infectés. Ça, c'est une stratégie qui est très ancienne, qui a été essayée dans plusieurs maladies comme la diphtérie, comme récemment aussi le virus Ebola. L'idée, c'est que les malades qui sont guéris, qui ont développé des anticorps,
Ces anticorps sont présents dans leur plasma et quand on prélève ce plasma, on peut les utiliser pour traiter les patients qui sont infectés. Il y a déjà une expérience rapportée en Chine récemment qui a permis de guérir 5 patients avec cette stratégie-là. Et c'est aussi une stratégie qui est actuellement essayée aux États-Unis et en Europe. Et je pense que ça fait partie des initiatives et des moyens thérapeutiques qu'il faut mettre dans l'arsenal, puisque c'est une maladie qui n'a pas actuellement un traitement spécifique. Donc il faut essayer effectivement toutes ces stratégies-là. Le département de Mbour a enregistré son 14e cas ce week-end, une cinquantaine de cas suspects en quarantaine dans un hôtel. Les forces de l'ordre ont d'ailleurs monté la garde devant cet établissement hôtelier pour éviter tout débordement. Voyons tout cela avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Plusieurs cas suspects confinés dans un hôtel de la place situé dans le département de Mbour. Ils ont eu contact avec des cas confirmés importés ou communautaires. Ces personnes vont rester dans cet hôtel surveillé par les forces de l'ordre durant 14 jours, le temps de l'incubation, avant de donner suite à leur situation. Ces suspects isolés sont pris en charge par une équipe médicale. Actuellement, le département de Mbour a enregistré 14 cas positifs. Le dernier remonte à vendredi. Ces 2 jours, Mbour n'a pas enregistré de malades du coronavirus. L'autorité administrative aussi a pris des dispositions pour freiner cette pandémie. Certaines populations aussi ne sont pas en reste dans cette lutte, car vendredi dernier, les habitants de Popenguine ont manifesté pour empêcher des pirogues d'accoster dans leur zone. Le préfet rassure sur ce fait. Mortalatine estime qu'ils veilleront sur les côtes pour empêcher la propagation du coronavirus. À Kaolack, fin de quarantaine pour 4 familles dans la commune de Sibassor. Les tests effectués sur ces 32 personnes sont négatifs. Les autorités sanitaires appellent maintenant la population à ne pas les stigmatiser. Voyons tout cela avec Ibrahima Diamé et Fally Gaye. À la suite de leur entrée en contact avec le cas testé positif à Ziguinchor, les 32 individus identifiés dans 4 familles ont été recensés, mis en quarantaine, suivis et puis surveillés de près. Mais au terme de leurs 14 jours d'isolement, les résultats de leurs examens cliniques n'ont montré aucun symptôme de coronavirus à leur endroit. Tout à fait. Je viens de dire qu'on les a testés. On les a prélevés. Les résultats sont négatifs. On les a surveillés durant toute la durée de leur période de suivi et aucun d'entre eux n'a présenté de signes cliniques évocateurs de Covid-19 et aujourd'hui ils sont sortis, donc ils sont comme nous tous, ils ne sont pas atteints de Covid-19. Par conséquent, il n'y a aucune raison de les regarder d'une certaine façon ou encore de les stigmatiser, conseille le médecin-chef de région. Déjà, c'est assez difficile d'être mis en quarantaine, ne serait-ce que pendant une semaine. Personne n'entre, personne ne sort, mais c'était nécessaire parce que c'est dans le cadre justement de la gestion de cette épidémie. Pour ne pas prendre de risques, on a fait ce travail-là, Dieu merci, personne d'entre eux n'a le virus. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont besoin même du soutien du reste de la population qui ne doit pas vraiment les stigmatiser. Kaolack touche du bois, la région est toujours épargnée du Covid-19 et pas question de baisser la garde selon le gouverneur, président du comité régional de gestion des épidémies qui épaule et soutient la région médicale dans la lutte. Merci Ibrahima. Confiner la nuit, libérer le jour, Mballo Dia Thiam doute de l'efficacité du couvre-feu pour lutter contre le Covid-19. Selon le secrétaire général du SUTSAS, l'État doit envisager un confinement total des micro-foyers identifiés dans la région de Dakar. Le couvre-feu donc, est une mesure salutaire qui a produit ses effets, mais quand on se confine la nuit et que le jour dans certains quartiers populaires de Dakar, que les gens se comportent comme si de rien n'était, donc ça nous pose problème. Et nous devons donc attirer l'attention du chef de l'État sur cela, pour qu'on puisse confiner certaines agglomérations, certaines grandes agglomérations de Dakar, parce que le virus ne choisit pas une heure de circulation. Et nous pensons que, étant donné qu'il n'y a pas de vaccin, encore moins de médicaments pour l'instant, donc il n'y a que les mesures d'hygiène. Il n'y a que aussi le confinement, la distanciation sociale. Il n'y a que ces mesures-là qui peuvent nous tirer d'embarras. Autre aussi préoccupation,
c'est que les camarades nous ont fait remonter beaucoup de récriminations liées donc à ce manque de masques, de gants, d'objets ou d'outils de protection. Et le personnel est le premier et le dernier rempart. Ça, on ne le dit pas, on ne le dira jamais assez. Et que ce personnel-là aussi est vecteur. Donc si on ne protège pas les vecteurs aussi, on conduit à propager la maladie. Si par exemple un infirmier de poste n'a que 25 masques, alors que lui il est là, il doit porter son masque presque toutes les 3 heures. Toutes les 3 heures, il doit changer de masque. Et son entourage, vous voyez, 25 masques, ça ne peut même pas régler la consommation d'une journée. 64 milliards dans le système sanitaire, un bond salutaire selon les acteurs de la santé. Ce montant injecté pourrait donner un nouveau souffle au plateau technique. Cependant, il souhaite une redéfinition du cadre de travail des acteurs. Alassane Ba, Youssou Baro. Ce sont deux acteurs de la santé qui saluent la mesure présidentielle. 64,4 milliards francs CFA dans le programme de résilience économique et sociale pour soutenir le secteur de la santé. Nous pensons que le système a besoin de cela parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui doivent se faire, qui devraient se faire aussi. Et nous pensons que c'est une manne financière qui ne pourra pas régler tous les problèmes, mais qui peut aussi permettre le relèvement du plateau technique, peut-être même de combler certains gaps. C'est un premier pas pour ne serait-ce motiver en tout cas ce personnel-là. Le fait en tout cas de les prendre en compte dans la motivation. Et c'est ce qu'on attendait. Le personnel soignant est aussi à encourager au vu des efforts consentis depuis le début de la pandémie au Sénégal. Il doit être renforcé, protégé et motivé. Par rapport à cette manne financière-là, il faut quand même qu'on fasse les bouchées doubles, qu'on équipe davantage en octroyant, en donnant donc que ça soit des gants, ça ne devrait pas manquer, alcool-gel à foison, parce que quand on dit qu'il n'y a que 2 ou 3 flacons par endroit, donc ça pose problème. Mais aussi de redéfinir le cadre de travail. Et si je dis le cadre de travail, on a du manque de matériel, on a vu dans l'accueil et la prise en charge, qu'est-ce qui manque? L'équipement dans les structures sanitaires. Parce que la motivation aussi prend en compte le cadre de travail de l'individu. La motivation, c'est aussi l'accélération de la mise en place de l'ordre des infirmiers, selon Ismaïla Mbaye. Pour protéger ce personnel et protéger la population. On ne sait pas qui est qui. Merci Alassane. La pandémie du Covid-19 affecte le centre de transfusion sanguine. La banque de sang est au bord de la rupture. Selon le directeur, si cette situation perdure, on risque une pénurie de sang et surtout à l'approche du Ramadan, les donneurs se font rares. Pafaranying et Youssou Baro. Les tiroirs jadis pleins sont pratiquement vides. Les quelques poches de sang disponibles sont déjà destinées à des personnes en situation d'urgence. La banque de sang du centre de transfusion sanguine peine à avoir de donneurs à cause du Covid-19. Nous avons effectivement remarqué que sur 4 donneurs qui venaient à ces moments-là, il n'y a que actuellement un seul qui vient. Donc on a une réduction du nombre de donneurs de sang et c'est une des conséquences donc de cette pandémie et ça s'est même aggravé parce qu'au début la réduction était que de 25%. Nous avons demandé à ce que tout ce qui n'était pas urgent comme acte médical à réaliser, que donc ceci puisse être reporté jusqu'à une date ultérieure et que le peu de sang que nous avons actuellement puisse être utilisé essentiellement pour gérer les urgences. Depuis le début de la pandémie, la situation est de plus en plus difficile. Professeur Salou Diop craint une pénurie si cela perdure. Nous étions déjà dans une situation de déficit dans nos pays et cette situation ne fait qu'aggraver cela. Parce que c'est une période qui précède le Ramadan et la pénurie risque de s'installer si tel n'était pas le cas. À l'approche du mois béni de Ramadan, une nouvelle stratégie a été élaborée pour approvisionner la banque de sang. Nous sommes à 2-3 semaines donc, du mois de Ramadan. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons lancé actuellement une campagne de recrutement, surtout auprès des casernes, aussi bien les sapeurs-pompiers, l'armée que les autres corps paramilitaires
pour permettre à ce que le stock puisse être suffisant avant de commencer le ramadan, parce que ça risque effectivement de renforcer le déficit. Le directeur du centre de transfusion sanguine rassure les Sénégalais que toutes les mesures ont été prises pour lutter contre le Covid-19. Il lance un appel aux citoyens à donner du sang pour sauver des vies. Merci Pape Farah. Le système informel touché au cœur également par le Covid-19. Au marché Colobane par exemple, les vendeurs de friperies se tournent les pouces à longueur de journée. Avec le couvre-feu, ils baissent les rideaux un peu plus tôt que d'habitude, ce qui impacte négativement les recettes. Voyons ce reportage de Cheikh Diop et Amadouba. Djibi Cissé, il s'appelle un vendeur de serviettes et de sous-vêtements. Depuis quelques semaines, son chiffre d'affaires a baissé, faute de clients. La pandémie du coronavirus a visiblement impacté son activité. Nous sommes au marché de Colobane. Les clients ne viennent plus le matin et même le soir à cause du couvre-feu. Là, on vient juste pour assurer les dépenses quotidiennes. C'est toute notre économie qui subit de plein fouet un coup dur. Avant la crise, je faisais jusqu'à 15 000 francs par jour. Et en ce moment, je n'atteins même pas la moitié. Parfois même, c'est difficile d'avoir le transport pour retourner chez nous. Pour éviter la propagation du virus, des mesures sont prises. Les horaires de fermeture des marchés sont réduits. Ces vendeurs réclament. On commence à 6 h du matin et avant 15 h, on quitte ces lieux pour arriver à temps chez nous. Il faut qu'on revoie les heures de fermeture du marché. En cette période, beaucoup de secteurs sont au ralenti. Ces vendeurs de friperies n'ont que souhait voir cette pandémie disparaître à jamais et retrouver enfin le sourire dans les affaires. Un programme de résilience économique et sociale est annoncé au Sénégal pour accompagner les citoyens dans ces moments de crise. 69 milliards pour ravitailler 1 million de familles en vivres. En attendant la phase de distribution, les autorités doivent d'abord identifier les ménages susceptibles de recevoir cette dotation. Le registre national unique n'ayant que 30% des ménages, il faudrait alors faire appel à d'autres critères pour atteindre la barre d'1 million de ménages. Explication Ibou Diouf. Comme annoncé par le chef de l'État lors de son message à la nation du 3 avril dernier, un programme de résilience économique et sociale pour atténuer les conséquences de la pandémie du Covid-19 sur le quotidien des Sénégalais. Parmi ces mesures, celles visant à assister les ménages en ces périodes de crise. 69 milliards de francs CFA annoncés pour l'achat de vivres au bénéfice d'1 million de ménages et pour une répartition équitable des différents produits, il faudrait d'abord arriver à identifier clairement les ménages. En s'appuyant d'abord sur le registre national unique qui a déjà dans ses bases de données plus de 188 000 ménages, issus de 14 régions, 45 départements et 553 communes, sans oublier les villages et autres quartiers. Ceci démontre un gap de 70% pour atteindre la barre des 1 million de ménages prévus dans ce programme social. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie sera mise à contribution ainsi que les autorités administratives pour coordonner et faciliter les activités et le suivi, évaluation. En dehors des ménages qui figurent dans ce registre national unique, d'autres critères pourront permettre peut-être d'atteindre le 1 million de ménages. Il s'agit des non-bénéficiaires du programme national de bourse de sécurité familiale, les ménages sans revenus fixes ou réguliers, ou les ménages dont le niveau de consommation alimentaire, les moyens d'existence et la situation nutritionnelle sont fortement affectés. Une fois le registre confectionné, les bénéficiaires recevront chacun 100 kg de riz, 10 kg de sucre, 18 barres de savon, 10 litres d'huile et 10 kg de pâtes alimentaires.
Pour la distribution, les relais communautaires seront mobilisés pour une meilleure opération. Les fiches de distribution seront mises à leur disposition et les forces de défense et de sécurité vont assurer la supervision. Et vous l'avez dit, comment va s'organiser la distribution de kits alimentaires? 66 000 francs de vivres distribués. Le dispatching se fera dans les règles de l'art selon le ministre Mansour Faye que nous écoutons. Au niveau soit des quartiers, s'il s'agit des communes urbaines, ou soit au niveau des villages, s'il s'agit des communes rurales. À partir de ce moment, donc les bénéficiaires, en tout cas ceux qui seront bénéficiaires, seront sélectionnés à partir des critères clairement définis, mais ce n'est pas des critères restrictifs et ce sera laissé à l'appréciation des comités. Donc c'est des comités vraiment vastes qui vont regrouper toutes les sensibilités au niveau de chaque quartier et au niveau de chaque village. Il faudrait que les Sénégalais vraiment puissent garder leur sérénité et je les rassure que le processus se passera dans les règles de l'art. Nous aurons toutes les forces de sécurité et de défense, l'administration territoriale, l'administration communale, ensemble, tout le monde se regroupera pour que cette opération-là puisse être une réussite. Nous sommes dans le processus et je voudrais que les gens ne cèdent pas à la panique ni à la précipitation. Ça ne sert à rien du tout. Ça se fera, Inch'Allah, et ceux qui auront droit auront accès à ces kits alimentaires. Autre élément de ce plan de résilience, la prise en charge par l'État des factures d'électricité et des factures d'eau. Bonne nouvelle pour les consommateurs, ceux qui ont déjà payé leurs factures d'électricité recevront un avoir de la Sénélec. C'est aussi valable pour les abonnés de Sen'Eau. Déclaration faite par les ministres de ces secteurs, des mesures conséquentes qui participent au programme de résilience économique annoncé par le chef de l'État, un montant global de 18 milliards de francs CFA pour la prise en charge des factures d'eau et de l'électricité. Mohamed Samb, Youssou Baro. Des mesures sociales conséquentes pour participer à l'effort de guerre contre le Covid-19. 957 522 ménages vont bénéficier de la gratuité pour un bimestre de l'électricité, a annoncé le ministre de tutelle. Tous les clients de Sénélec qui sont dans la première et la deuxième tranche jusqu'à hauteur de 250 kWh seront concernés par cette mesure. Donc les clients qui sont au prépaiement au OFL vont recevoir un code qui leur permet de créditer leur montant au niveau de leur compte. Dans la facture bimestrielle arrive à échéance ce mois d'avril, ne paieront pas cette part de tranche sociale qui leur est accordée. Donc ça, je vous le dis tout de suite parce que je le tiens de la documentation qui m'a été fournie par les services de Sénélec. Les clients qui sont en prépaiement, naturellement, comme ils payent d'abord pour pouvoir consommer, on ne peut pas leur rembourser ou leur payer, on va créditer un montant dans leur compte pour qu'ils puissent en bénéficier. Je crois que c'est deux mécanismes qui ont été prévus. Et les clients en post-paiement, naturellement, qui ne sont pas à échéance, ils vont en bénéficier au moment de leur prochaine échéance parce qu'ils vont avoir un avoir correspondant. Ce n'est pas tout. Les abonnés de Sen'Eau qui ont déjà payé leurs factures seront les bénéficiaires d'un avoir pour la prochaine facture, soit 720 000 ménages de la tranche sociale. Pour ces clients dont les relevés de factures se feront à partir de mardi 7 avril 2020, le montant de l'avoir correspondant à la consommation de 20 mètres cubes, équivalent donc à 20 000 litres d'eau, ce montant d'avoir va figurer sur leur facture, pour les factures donc à émettre. Concernant les relevés qui seront effectués le 7 avril 2020, le montant de l'avoir va figurer sur la facture qui sera émise. Pour les clients maintenant pour lesquels la facture a déjà été émise et qui devait échoir le 15 avril 2020, pour ces clients, le montant de l'avoir, on va faire figurer ça sur la prochaine facture qui sera émise donc au mois de mai pour être payable vers le 15 juin. Donc la date d'échéance sera le 15 juin. Cette réduction ne va pas concerner seulement les clients qui sont strictement dans la tranche sociale, mais tous les clients qui ont une tranche. Ça va concerner la tranche sociale de tous les clients. La tranche sociale de tous les clients sera concernée. Ça veut dire que même les clients qui ont dépassé les 20 mètres cubes, l'équivalent de 20 mètres cubes viendra au titre de cet avoir-là. Cette nouvelle dynamique qui s'inscrit dans le programme de résilience économique et sociale du chef de l'État va permettre une prise en charge des factures d'électricité avec un montant de 15,5 milliards de francs CFA
Et pour la prise en charge des factures d'eau, le secteur va recevoir une somme de 3 milliards de francs CFA. Merci Mohamed. Le ministre Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'eau et de l'assainissement, est l'invité de Soir d'info tout juste après la fin de cette édition. Et puis, avis à tous les parents d'élèves de l'enseignement privé, c'est le moment de passer à la caisse, même si les enfants n'ont fréquenté l'école que 15 jours dans le mois de mars. Il faudra tout de même payer la mensualité. C'est l'avis tranché de l'Union nationale des associations des parents d'élèves. Ousseynou Thiam, Ahmadou Bambassamb. Les parents d'élèves du privé devront-ils s'acquitter du paiement du mois de mars après 2 semaines d'études? Oui, selon certains chefs de famille qui estiment que tout contrat doit être honoré. C'est un contrat qui lie en quelque sorte les établissements et les familles, les pères de famille en particulier. Donc c'est un contrat. Les foyers ou bien les familles, les pères de famille même, ont l'obligation de respecter ces contrats. C'est à l'État d'accompagner les familles à honorer ces contrats. Il y a des parents ou bien des familles qui ont des revenus journaliers. Et donc c'est un peu difficile pour eux de faire face à ces mesures qui ont été prises par l'État. Même sentiment chez l'Union nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal. L'INAPES invite également l'État à appuyer ces écoles privées sur le budget dégagé pour soutenir le secteur privé national. Je crois que, ne serait-ce que pour ce mois-ci, nous interpellons quand même les parents d'élèves à essayer de tout faire pour honorer quand même ce mois-ci. Nous savons qu'il y a ce qu'on peut appeler un plan Marshall qui est en train d'être développé par le chef de l'État à travers cette loi d'habilitation qu'on vient de voter. Et je crois que par rapport à cela, le secteur éducatif pourra en principe être pris en compte pour pouvoir au moins vraiment amoindrir, alléger le fardeau que véritablement supportent quand même ceux qui sont en charge le secteur, les écoles et universités privées. Si la pandémie persiste, ces parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal appellent à un sursaut collectif de tous les acteurs de l'éducation afin d'élargir l'année scolaire jusqu'au mois de septembre ou octobre, comme cela s'est passé en 1968. C'est non pour le ministère de l'Éducation, c'est une offre et un achat de services. Les deux parties peuvent trouver un terrain d'entente en toute responsabilité. Suivant là-dessus, le chargé de communication, Mohamed Moustapha Diagne, du ministre de l'Éducation. L'État ne s'occupe que des normes pédagogiques, des normes physiques des établissements, des curricula ou des programmes, si ces normes-là sont respectées. Mais le côté commercial est un contrat qui lie le parent d'élève au déclarant responsable. Lorsqu'il y a un contrat entre deux parties, bon, le contrat se discute, se négocie, se renégocie. Les parents doivent s'asseoir avec les déclarants responsables, avec les responsables d'école ou d'établissements privés et discuter pour trouver donc un consensus. Que dans tous les cas, un jour viendra, on sortira donc de cette pandémie-là et on va revenir à la situation normale. Donc je pense que de ce point de vue-là, des discussions devraient être engagées. Mais le ministère souvent ne s'immisce pas dans ce rapport commercial qui lie parents et déclarants responsables, d'autant plus que lorsque le parent amène son élève dans l'école privée, et bon, évidemment, il ne s'attache même pas les informations du ministère. Et pour être complet, l'État va soutenir ces structures privées selon le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott, l'a dit vendredi dernier sur TFM. Reste maintenant à savoir comment et quand. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'info avec Aram Touré qui reçoit le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam. C'est à vous, Aram.